nous sommes donc venus vous présenter quelques métiers dans la santé, notamment l'ostéopathe et l'équicien. Et deux intervenants, deux professionnels de ces métiers respectifs répondront à nos questions. Donc, je fais rapidement me présenter donc notre service Equiresources, spécialisé dans l'emploi et la formation. 3 missions, donc mettre en relation employeurs et candidats, informer donc sur les métiers et les formations et analyser les tendances de l'emploi et de la formation au travers d'un observatoire économique. Le site, bien entendu, aujourd'hui est moderne, donc responsive, il est utilisable sur tout type de support, donc aussi bien l'ordinateur qu'un téléphone portable, et il est traduit en anglais, bien entendu, pour nos confrères étrangers. Deux petits chiffres qui ont un peu leur importance quand même. Si vous avez des questions, il faudra bien entendu venir nous voir après. La filière aujourd'hui donc représente 66 000 personnes en activité principale, dont 7 sur 10 avec un emploi en lien direct avec le cheval et 80 000 en activité secondaire. Ce qui fait un total de 140 000 personnes. Ça reste quand même un secteur assez confidentiel, mais qui est quand même pourvu d'emplois disponibles aujourd'hui. Et donc pour en venir et laisser la place aux questions, aux métiers de la santé, aux métiers spécifiques donc, de ce secteur, on va retrouver donc les métiers vraiment axés soins santé, que sont le vétérinaire, l'auxiliaire vétérinaire, le maréchal ferrant, le technicien dentaire équin et l'ostéopathe animalier. Et tout ce qui est métier donc, du comportement, l'intervenant en équitation éthologique et l'équicien. Les métiers donc, qui recrutent le plus dans ce secteur, qui est la santé et le soin, sont le maréchal ferrant, au travers de notre site bien entendu, hein, j'ai oublié de le préciser, puisque nous diffusons des offres d'emploi via une bourse à l'emploi. Les métiers donc, que nous avons remarqué qui recrutent le plus sont donc le maréchal ferrant, l'auxiliaire vétérinaire et le vétérinaire pour les périodes essentiellement de reproduction des chevaux. Donc on va passer au jeu des questions-réponses. Je laisse la parole à ma collaboratrice. Alors bonjour à tous, je suis Tiffany Roux, je suis responsable du service Equiresources. Bienvenue Madame Claude, bienvenue Monsieur Feugère. Alors, on va peut-être commencer par une question toute simple. Nous, on vous connaît, mais alors est-ce que vous pouvez présenter s'il vous plaît vos parcours et puis votre métier actuellement? Oh, trop de politesse. Ça marche. Merci. Bonjour. Donc là, j'ai des lumières dans la figure. Donc en fait, j'aperçois des ombres chinoises, mais j'aperçois mieux les visages à gauche. Voilà, c'est vrai qu'on a vraiment le projecteur en pleine tête. Alors l'idée, c'est, je pense, d'être très synthétique pour vous laisser le temps, bien sûr, de vous présenter. Donc moi, Isabelle Claude, après un parcours médico-social de un peu plus de 30 ans maintenant, même plus près de 40 que de 30. Et avec un pied dans le cheval depuis l'enfance et un pied dans le médico-social depuis presque l'adolescence. Voilà, il m'a paru une certaine logique de travailler avec des personnes en situation de handicap ou de souffrance et de travailler également avec des chevaux et de rapprocher une conjonction de temporalité pour faire en sorte qu'une relation puisse se mutualiser entre deux protagonistes. Et donc, c'est grâce à ma formation d'éthologiste et non pas de... Je suis toujours obligée de préciser, c'est embêtant, parce que l'éthologie a deux connotations, une dans la filière cheval, qui est plus représentée comme une méthode éthologique, qui sont des manières d'apprendre à monter à cheval ou à travailler avec les chevaux autrement qu'en équitation classique, si je fais court. Et l'éthologie scientifique est l'étude du comportement, donc ethos, mœurs, et logie, étude. Et l'étude du comportement, moi je suis plus spécialisée dans l'équin, même si en éthologie on a plusieurs cordes à notre arc. Et donc j'ai parallèlement une formation en psychologie clinique et une formation d'ingénieur social. Voilà, c'est cet ensemble de paramètres qui m'ont sans doute aidé à construire ce métier qui était complètement une démarche de souterrain pendant une dizaine d'années, puisque je fais partie de la Fédération nationale Handi-Cheval depuis un peu plus de 20 ans. J'en suis aujourd'hui devenue la présidence plus par défaut que par choix, mais j'essaie de l'assumer au mieux que je peux. Donc la Fédération Handi-Cheval a pour activité de faire du réseau avec tous les gens qui se posent des questions autour de la pratique avec les chevaux et les publics en situation de handicap ou de fragilité. Je suis effectivement cofondatrice avec mon collaborateur qui tient le stand actuellement d'une association Equitech qui a été créée il y a une vingtaine d'années
et qui a eu pour objet de répondre à un déficit en ce qui nous concernait, et moi dans mes choix. Je n'y trouvais ni mon compte dans l'éducation spécialisée, ni mon compte dans les centres équestres. J'avais des chevaux à la maison, dans les prés, et ce que je vivais avec mes chevaux ne ressemblait pas du tout à ce qu'on pouvait vivre en centre équestre, et ce que je vivais avec les personnes qui venaient voir mes chevaux ne ressemblait pas du tout non plus à ce que je faisais en institution. Donc plutôt que de critiquer dans les couloirs, je me suis dit d'essayer de faire mieux, et l'idée du métier est née, et l'idée de professionnaliser pour donner une garantie, une rigueur et surtout un engagement tant vis-à-vis du cheval que des publics. Et donc de là est née la création du mot équicien, écu-cheval, il y avait le lien, un lien avec le cheval, et donc professionnel du lien avec le cheval. Et j'ai fait le pari qu'à partir d'une relation qu'une personne pouvait créer avec un cheval, il avait ainsi une ouverture vers quelque chose d'une sublimation de sa compétence et de créer de la motivation qui va lui permettre de transcender même ses difficultés, ses fragilités, qu'elles soient physiques, motrices ou psychiques. Donc évidemment, l'équicien s'adresse à tous les publics porteurs d'un handicap ou d'une fragilité physique, psychique, motrice ou atteinte d'un polyhandicap. Et bien entendu, pour avoir cette compétence-là, les équiciens doivent autant connaître les différents types de pathologies qui sont concernées et non pas les personnes, et surtout d'avoir une très très bonne connaissance du comportement du cheval, puisque nous travaillons, le métier d'équicien est axé sur une relation triangulaire dont le cheval est le décodeur. C'est le cheval qui décode les comportements au travers de ses propres comportements, puisque le cheval interagit en permanence avec son milieu et en permanence avec son environnement, et à partir de ce qu'il sent et ressent, il exprime ce qui lui est confortable ou pas, puisque c'est un animal direct. Et si on sait l'écouter, il sait dire tout de suite ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Et c'est à nous, bien sûr, d'arbitrer la suite pour que ça se passe au meilleur de ce comportement, de ses conditions et de la confiance qu'on peut et qu'il peut nous témoigner. Donc le métier d'équicien, c'est vraiment la conjonction entre le handicap et l'éthologie qui vise à accompagner des personnes au mieux, soit dans une restauration intime, soit dans une restauration sociale, ou une construction d'apprentissage. Donc à partir de toute blessure, qu'elle soit physique ou psychique, on va aider les personnes à grandir par rapport à elles-mêmes et non pas par rapport à des projets que nous aurions d'eux. Donc c'est la personne elle-même qui choisit et qui décide de son avenir, de sa vie et de ses besoins. Nous, on a juste essayé de l'écouter, de comprendre comment ça passe dans ce lien avec le cheval et la personne. Voilà, le métier d'équicien se fait sur 3 ans en formation initiale post-bac, format accessible par la formation continue en 2 ans avec beaucoup de travail en alternance, ou par la voie de la VAE, comme tous les métiers qui sont inscrits, je pense que vous avez les mêmes questionnements, donc de la validation de l'acquis d'expérience. Donc voilà, évidemment les formations, même si on est une école reconnue par l'éducation nationale, puisque nous avons un code UAI, eh ben, nous avons ce qu'on appelle un statut hors contrat, donc ça veut dire qu'on est validé par l'éducation nationale, qui tous les ans nous fait remplir des tonnes de papier. Mais voilà à peu près la seule chose que ça nous apporte. Non, c'est pas vrai, j'exagère. Parce qu'en fait, nos élèves maintenant vont avoir le droit aux bourses aussi, demande de bourses scolaires, à partir de 3 ans d'existence. Donc ça, c'est hyper important pour les jeunes, parce qu'ils vont avoir accès aux bourses en fonction du quota de revenu parental, mais ça, c'est pour toutes les formations pareilles. Et l'éducation nationale permet aussi de délivrer donc une carte d'étudiant et un accès à la sécurité sociale. Donc c'est pas inintéressant non plus. Sinon, par contre, ils ne donnent pas un centime, donc évidemment les formations sont payantes, et comme les dispositifs d'aide à la formation sont de plus en plus étriqués et que les régions se désengagent dans beaucoup de cas de tous les coûts de formation, ça reste un coût individuel assez lourd pour 3 ans, puisque ça représente à peu près, je crois, 6 000 € par an. Si je dis les bons chiffres, à chaque fois je me trompe. Voilà, mais c'est à peu près ça. Et évidemment, l'engagement pour la formation initiale de se déplacer, puisqu'il n'y a qu'une école en France et en Europe, elle est en Lorraine. Voilà, je l'ai dit, ça y est. J'ai dit le pire, j'aurais dit dans le Lot, tout le monde a dit ouais. Et quand je dis en Lorraine, c'est où la Lorraine? Déjà, personne ne sait. Donc c'est tout là-haut, à la frontière allemande. Mais c'est encore pas au Luxembourg, ni encore en Lorraine. La Lorraine, c'est juste en dessous. Voilà, je crois que j'ai expliqué le plus que j'ai pu, le plus rapidement possible. J'ai peut-être oublié des choses, n'hésitez pas à poser des questions. Et merci de m'avoir donné la parole. Je passe à mon collaborateur. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Lionel Feugère, je suis ostéopathe animalier.
après 30 ans d'industrie pharmaceutique et de médicaments, je me suis mis à l'ostéopathie animale, formé en Angleterre dans les années 97, il y a quelque temps. C'est une reconversion pour un choix que j'aurais dû faire depuis le début, parce que depuis, je n'ai que du plaisir dans ce métier. Vous situez l'ostéopathie, et il y a entre, on va dire, le bien-être qui peut être massage, etc., balnéothérapie, sans être péjoratif, et les soins vétérinaires. Ce sont des soins de type, effectivement, uniquement proposés avec la main, l'observation, le regard, et éventuellement l'écoute. Nous n'avons aucun outil à notre disposition. Tous les actes ostéopathiques doivent être des actes non invasifs qui visent à rétablir l'équilibre des systèmes pour que l'animal soit en bonne santé. Il y en a d'autres objectifs avec cette main, l'observation de la locomotion et l'écoute des systèmes, que de rétablir un bon équilibre de l'ensemble. Le diplôme d'ostéopathe animalier était bien sûr avec un RNCP jusqu'en 2015. Nous dépendons d'un syndicat que nous avons créé, donc c'est une autodépendance volontaire, le SFOAE, peu importe, je ne vais pas vous encombrer avec ça si vous avez des questions, et ce RNCP s'est vu complété en 2017 d'une obligation pour tous nos étudiants après 5 ans post-bac de présenter une autorisation d'exercer devant un jury composé de vétérinaires ostéopathes et d'ostéopathes non vétérinaires. Un examen national en France à Nantes depuis 2017. 311 sont passés à ce jour. Il y a 2 sessions par an. Sinon, vous êtes dans l'exercice illégal de la profession d'ostéopathe animalier. C'est une restriction française, puisque nous délivrons avec le RNCP dans ces différentes centres ou écoles un RNCP qui autorise à exercer en Europe. Seulement en France, il y a une restriction. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Ça veut tirer par le haut et s'assurer que les ostéopathes animaliers sont bien en ligne avec ce que peuvent attendre nos demandeurs, clients, et faisant une bonne démarche entre le soin vétérinaire. Lorsque l'animal a déclenché un problème sérieux, une lésion, etc., ça ne relève plus de l'ostéopathie. L'ostéopathie va savoir ce qui était avant de ce qui pourrait être un dérèglement. Quelques exemples, un pied chaud ou un pied froid sur un cheval, c'est une anomalie. Elle peut être d'ordre artériel, veineuse. On va essayer de savoir pourquoi. Elle peut venir d'en bas ou d'en haut. Là, on a toute notre place. S'il s'avère que la locomotion, c'est une boiterie de stade élevé, c'est terminé. Il va falloir passer à autre chose, radio, écho, mais on n'a aucun de ces outils. Le renforcement des études en 2017 s'est fait maintenant sur 5 ans. L'ostéopathe doit être capable de faire un examen neurologique, respiratoire, cardiaque, oculaire, l'état général bien sûr, pour éliminer tout ce qui ne relève pas d'un acte ostéopathique. Un petit exemple pour être concret, sinon je vais vous perdre. Le cheval est abattu, il présente un peu de fièvre, il a des écoulements nasaux. Effectivement, on nous a appelé parce qu'il paraît peu souple, etc. Peut-être que ce jour-là, il est temps de faire un début de grippe, c'est pas le moment de faire un acte ostéopathique. Il est pas carré, parce que c'est comme ça qu'on en parle. On me dit il est pas carré, est-ce que vous pouvez venir? Non seulement il est pas carré, mais il est boiteux. Est-ce qu'on va tirer sur un membre qui pourrait être fragilisé, fêlé, fracture? Non, c'est une faute professionnelle. Donc c'est bien encadré maintenant. Et on puise nos origines et nos ressources dans l'humain. Taylor Steele est quelqu'un qui a mis au point ces techniques ostéopathiques aux États-Unis dans les années 1850, et on applique ça en France maintenant, transféré sur l'animal, avec un nom à retenir, le docteur Gignot, qui est le précurseur du transfert de la connaissance de l'humain sur l'animal, et en particulier le cheval, puisqu'aujourd'hui on parle du cheval. Après, je répondrai à toutes vos questions. Merci de votre attention. Merci. Alors moi, j'ai une première petite question. Quelles sont, selon vous, les qualités qu'il faut avoir pour être ostéopathe et épicien? Moi, je recrute, entre guillemets, c'est pas un mot. Nous avons une école, et je suis directeur d'école, donc je connais le problème. Aujourd'hui, c'est post-bac, je regarde évidemment le niveau d'études.
Si c'est un bac scientifique en termes de compétences, comme pour le médical, santé, veto, etc., on va pouvoir greffer dessus des connaissances essentiellement anatomiques. Physique, chimie, bio, pour se résumer. Donc des compétences et des capacités de mémorisation et d'apprendre. Chez nous, sur 5 ans, ils font cheval, chien, chat, comparaison de l'humain, première, deuxième, troisième année, le bovin en 4e, et les nouveaux animaux de compagnie, on a choisi 2 modèles, un rongeur, le lapin, et un petit carnassier, le furet, mais ils doivent être capables de connaître tous ces animaux, tant du point de vue des maladies, des signes cliniques, sans poser de diagnostic, c'est pas notre métier, mais pour éviter de faire une erreur, et d'autre part d'analyser ce que sont les déplacements physiologiques et normaux de ces animaux pour aller éventuellement opérer des rééquilibrages. Et le deuxième, et je le dis de manière forte aux élèves, c'est un métier libéral. Si vous n'êtes pas capable de vous faire une clientèle, d'installer la confiance avec votre client et donc de communiquer, d'être apprécié, d'installer une confiance, donc 50% une bonne tête et 50% un métier de commerce. Si on l'oublie, on se plante. Je leur donne comme exemple, dans la même rue, 2 médecins, je vais prendre une autre métier, se sont installés. Pourquoi il y en a un qui fait 50 clients en jour et l'autre 10? Sauf des marches volontaires, entre guillemets. Il y a donc une autre dimension, et je fais mes entretiens en essayant de me dire, celui-ci, celle-ci, est-ce que dans 5 ans, et là aussi une composante d'écoute de son futur client. C'est pas facile. Voilà les compétences qu'il faut avoir. Indépendamment de ça, il faut être un bon gestionnaire. Sinon, et quand on en, je sais pas, facture 80 €, il faut se rappeler qu'il y en a en gros 45 dans sa poche. Ça marche? C'est bien parce qu'en fait, comme il a déjà tout dit, j'ai pas besoin de répéter. C'est pratique. Donc, nous sommes dans une démarche commune, effectivement. Même si je parle d'auto-entreprise, je vais parler aussi de fonction libérale en disant aux gens, si vous ne vous levez pas le matin, ben c'est sûr que vous ne pourrez pas mettre en place quelque chose et qu'une activité, elle est à la mesure de l'engagement qu'on y porte et de la crédibilité qu'on y met et du sérieux avec lequel on travaille. Donc je crois que quel que soit le métier, pour être, c'est bien d'être reconnu, mais c'est bien d'être connu, mais c'est mieux d'être reconnu. Et la reconnaissance, pour moi, elle se fait dans la pratique, elle se fait dans la relation avec les personnes. Et c'est la qualité de la relation, que ce soit du point de vue ostéopathique, du point de vue qu'ici, où nous on a la triangulaire, c'est à peu près la même situation. C'est le besoin de la confiance de l'autre, le besoin de la considération et de considérer l'autre, qu'il soit animal ou personne. Donc pour moi, c'est d'abord toute notre formation et toute notre éthique s'appuie sur le courant humaniste. Donc si vous ne connaissez pas le courant humaniste, il faudra aller chercher quelques lectures, mais il y a le mot humain, mais qui va plus loin que le mot humain, puisqu'il va sur l'humanima et sur l'homme et l'animal. Donc on est bien dans cette corrélation d'éthique et de déontologie qui sont des cadres rigoureux. Donc j'en profiterai pour poser une question. Qu'est-ce que vous mettez comme programme dans votre formation? Et si vous cherchez des formateurs en éthologie, je suis preneur. Le programme, j'ai eu l'étude tout à l'heure, est basé sur l'anatomie. Nos enseignants sont des vétérinaires ou des ostéopathes qui ont passé l'examen depuis 2017, sinon ils ne peuvent pas exercer chez nous. J'ai 58 intervenants différents, parce qu'on va couvrir pour le cheval les dentistes équins, on va couvrir avec les contextes de maréchalerie tout ce qui peut modifier une structure, et les éthologues. On ne peut pas approcher un cheval sans connaître à pied comment le gérer. Dès l'instant où le référent de l'animal, qui peut être son propriétaire, celui du club qui vous dit tiens, l'ostéo vient, tu lui présenteras mon cheval, fatalement on vous le confie, vous devenez responsable de cet animal. S'il s'échappe, s'il blesse quelqu'un, ou cause un problème dans l'établissement, j'en ai eu un qui est marché sur un tuyau d'arrosage, on ne l'avait pas vu, ça fait 1000 litres d'eau répandue, j'ai dû répondre avec mon assurance professionnelle, on devient responsable de l'animal. Donc le gérer à pied, en éthologie, on le fait. On a un autre problème avec les chiens, les chats, on ne peut pas faire de la contention, puisque ça m'empêche de faire un acte ostéopathique. La contention, je fais ça parce que le chat, pour lui faire effectivement admettre d'un examen, parfois un objet, pour faire une piqûre, une auscultation. Moi, je suis obligé d'attendre que le chat accepte mon examen. Parfois, ça me prend plus de temps de faire un chat qu'un cheval.
D'accord? C'était une vraie problématique. Là, je fais venir des professionnels du comportement sur les autres animaux, et je dirais que je me suis fait plus de soucis et mordre par chien que chevaux, parce que je suis éleveur et que le contexte des chevaux, je le connaissais bien. Donc, l'éthologie. Après, on a les ostéos, pratique théorie, et on fait pendant la première et la deuxième année le transfert de l'humain sur l'animal. L'animal ne va pas lui exprimer, va retirer son membre si on lui fait trop mal, ou va vous mordre, ou vous botter, mais ça c'est trop tard. Donc on fait du transfert l'humain sur des tables de soins avec des ostéopathes humains en exercice, où ils apprennent aux élèves le ressenti, le travail de la main. Ce sera le seul outil important, et il faut le développer. On a 5 ans pour devenir bon. Moi au début j'avais du mal à enregistrer. J'enregistrais bien le froid et le chaud, mais les tensions, les sortes de, sur les reins, de cordes qui font que dans notre palpé, on sent quelque chose que je ne savais pas reconnaître au début, il m'a fallu du temps. Après, le dernier problème, c'est l'écoute. On fait en ostéopathie du viscéral. Là, il faut s'apprendre à écouter les bruits. Il y a des cassettes enregistrées sur ce qu'est effectivement vraiment une torsion, parce que ça ne rigole pas, dans les 2 heures, c'est l'intervention, d'une colique chronique qui a quand même des crépitements et qui de temps en temps, à l'écoute droit au niveau du remplissage du sécom, vous donne un bruit de chasse d'eau. Donc on travaille la main, l'œil en locomotion et l'oreille. Ça marche? Alors j'avais une question pour tous les deux aussi. Est-ce qu'au-delà des diplômes que les apprenants peuvent obtenir à la suite de leur formation, est-ce qu'on continue à se former encore et encore après son installation? Alors, il y a ce qu'on appelle, et grâce au RNCP, c'est aussi quelque chose qui est imposé, mais c'est pas inintéressant quelquefois d'être obligé d'être rigoureux et on peut facilement oublier de rentrer dans les cases. Mais donc, il y a des systèmes de veille. Donc, les systèmes de veille, c'est la possibilité de continuer à se former tout au long de la vie. Et bien sûr qu'il est indispensable de suivre l'évolution des pratiques. Alors nous, elles vont essentiellement concerner l'humain et le cheval. Donc ça peut être soit versus éthologie scientifique, donc quelles sont les nouvelles connaissances en matière de comportement du cheval, parce que ce qui était vrai il y a 10 ans n'est peut-être plus aujourd'hui, ou peut être contestable aujourd'hui par rapport à quelque chose qui a été trouvé. Pour les personnes, c'est pareil, quelles sont l'évolution de l'approche des personnes en situation de handicap, quels sont les grands courants qui sont aujourd'hui abandonnés au profit de nouveaux qui pourraient apparaître. L'arrivée des neurosciences facilite énormément tout ce qui est étiologie. Donc c'est très intéressant. J'ai pas dit éthologie, j'ai bien dit étiologie, je me suis pas trompée. C'est grâce à la neuro, on arrive à connaître de mieux en mieux l'organisation neuronale en fonction des pathologies et donc les contraintes ou les contraires qui vont nous permettre de mettre en place tel ou tel type d'accompagnement pour justement être au plus près de la personne et le plus délicat vis-à-vis de la difficulté ou du handicap qu'il porte. Pour les chevaux, c'est effectivement c'est comportemental, c'est aussi de plus en plus, nous dans la formation d'éthicien, on invite les gens à faire de la biomécanique, de la locomotion, de s'entourer d'ostéopathes, de vétérinaires et de contractualiser du suivi de travail, d'aguerrir l'œil observable pour savoir justement si à partir de la posture nous dit quelque chose, quel est le professionnel dont il faut s'encadrer si la posture nous inquiète, la posture de notre cheval, quelle que soit l'activité nous inquiète, et les indicateurs qu'on va trouver. Donc c'est grâce à l'étude de l'éthologie et le perfectionnement de ça qu'on va être capable de connaître ses limites et de savoir quel est le professionnel qui va venir nous aider, que ce soit avec la personne, va-t-on appeler un psychiatre, un médecin ou autre profession médicale pour réfléchir à une pratique, ou d'appeler un spécialiste de l'accompagnement du cheval. Donc évidemment, pour nous, c'est beaucoup les vétérinaires équins, pas les autres, et les ostéopathes. Et c'est vrai que je me suis longtemps posé la question de faire cette formation, mais je n'y arrive pas à trouver le temps encore, j'aimerais bien. En tout cas, bienvenue. L'ostéopathie, moi, comme je suis ostéopathe équin en Angleterre dans les années 97. Donc, pour répondre à la formation continue, j'ai dû me mettre à travailler les autres animaux et donc me former par stages successifs avec mes premières formations dans 80% des cas ostéopathe structurel
je travaillais avec de bons résultats et je me suis formé et on continue à se développer sur le viscéral. 30% des chevaux meurent de colique, c'est la première cause. Je me suis formé au crânio-sacré. En fait, en étudiant la génétique, la génétique et puis après la formation de l'embryon dans le ventre de la mère, on a pu mettre en évidence un mouvement respiratoire primaire de multiplication des cellules jusqu'à l'être complet lorsque on a la naissance. Il y a un mouvement, on apprend à le repérer. Ce mouvement respiratoire primaire, on le retrouve du crâne jusqu'au coccyx sur la ligne du rachis. Il faut être capable de le repérer, de l'enregistrer pour savoir qu'il y a de temps en temps des difficultés, des ruptures. Autrement dit, avant, comment je sentais qu'il y avait une zone de froid sur les reins, par exemple. Mais quand on creuse un peu, il a fallu aller 4 ou 5 ans pour être pertinent en crânio-sacré et repérer ce mouvement respiratoire primaire. Viscéral, crânio-sacré, on a le myotensif. Autour d'une articulation, il y a effectivement des muscles, des insertions, des capsules, des tendons. On n'est pas obligé toujours d'avoir un geste brutal et rapide pour lever une restriction. En allant dans tous les périmètres possibles d'une articulation, myotensif, mettre en tension les muscles, on libère et on rééquilibre. Et vous avez enfin le tissulaire, qui sont les derniers travaux qui viennent de l'humain. Si j'ai pris effectivement un coup, si j'ai un problème de structure qui va modifier ma structure du pied jusqu'en haut, on a des modifications des tissus, du superficiel au profond, avec les muscles, les enveloppes, appelées les fascias, peu importe, et on peut rééquilibrer aussi les fascias, les muscles, de manière à effectivement avoir une meilleure perfusion vasculaire de ces zones qui sont mal irriguées et qui risquent de déboucher sur une vraie pathologie. Donc sans arrêt, à chaque fois qu'il y a des publications suffisantes et qui ont prouvé, avec d'ailleurs l'ensemble des professions, vétérinaires y compris, on fait des compléments de formation. Et en ce moment, c'est une évolution de tous les jours. Ça va ? Très bien, merci beaucoup. Nous vous remercions très vivement avec Sébastien. On va peut-être laisser vous poser des questions si vous le souhaitez. Il y en a parmi vous qui veulent poser des questions aux intervenants. Vous les retrouverez tout le long du salon sur leurs stands respectifs, juste derrière cet espace. Moi, j'avais une dernière question pour chacun. On a beaucoup de questions sur vos deux métiers. Tout d'abord, l'ostéopathie, qui depuis cette reconnaissance RNCP, on diffuse largement à travers notre site internet, les différentes écoles, les différentes formations. D'où vient cet engouement ? Et est-ce que, on en a déjà parlé tous les deux tout à l'heure, des fois quand j'en parle un peu avec des jeunes personnes qui sont encore au collège, en leur suggérant peut-être de faire ce double parcours, l'humain et l'animal, peut-être d'abord l'humain pour avoir une double compétence et peut-être pouvoir remplir plus facilement sa semaine, vu qu'il y a quand même beaucoup de praticiens aujourd'hui. On va dire qu'il y a un historique d'arriver par l'humain pour aller sur l'animal. Moi, et c'est vieux, si vous avez compris tout à l'heure, j'ai les cheveux longs qui prouvent, je l'ai fait dès 97 en Angleterre parce que ça n'existait pas en France. Aujourd'hui, vous avez une vingtaine d'écoles potentielles qui font directement post-bac sur l'humain. Les principes ostéopathiques sont applicables de l'humain à l'animal. Moi, je conseille de démarrer d'emblée sur l'animal si on a vocation à préférer l'animal, car dès la première année, on a les mains sur l'animal. 150 heures la première année, 200 la deuxième, 300 la troisième, pour 1200 heures par an pendant 5 ans. Donc il ne faut pas prendre de retard. Aujourd'hui, RNCP depuis 2015, examen vétérinaire en 2017, mais il m'est difficile d'accepter un ostéopathe humain, même en deuxième ou troisième année, car il va lui manquer les pratiques. Au total, comment faire pour s'entraîner sur autant d'animaux sur 5 ans? N'avoir jamais mis les mains, c'est pas dramatique, on a des repérages, mais jamais mis les mains sur un bovin et se retrouver face à une vache, ça va être problématique. Surtout sur l'approche, via le comportement et l'éthologie de ces animaux, d'abord, et comprendre les problèmes spécifiques pour éliminer quelque chose qui n'a rien à voir avec, éventuellement, l'ostéopathie. Donc là, c'est un vrai problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut travailler? Parce que la question, remplir sa semaine, je fais
Et on est de temps en temps confronté à le cavalier qui dit j'ai un problème de hanche, est-ce que c'est la même chose pour mon cheval? Je vous dis oui déjà, mais je ne fais pas les mains. Donc pour remplir sa semaine aujourd'hui, ostéopathe équin d'origine, il y a saturation du nombre d'ostéopathes pour les chevaux. Il ne faut pas se mentir. Parce qu'il y a 1 million de chevaux à peu près. Il y a une source IFCE. Il y a 1 million de chevaux. Vous avez combien de petits animaux? Si vous êtes comme moi, ils ont eu des émissions anciennes, 30 millions d'amis. Vous avez 25 millions de chats et de chiens. Si vous n'avez pas compris pendant vos études qu'aujourd'hui, depuis 2015, RNCP 2017, l'ouverture c'est les petits animaux et chiens, vous n'allez pas bien travailler. Et quand on prend tous ces animaux avec nos collègues, ils disent bon, c'est en gros 10% de ces animaux qui pourraient recevoir justement un acte ostéopathique avant ou après une intervention, parce qu'en rééducation, on l'accompagne. C'est 10% de 30 millions. Ça donne à peu près au rythme des étudiants qui arrivent, c'est-à-dire 250 ou 300 par an, ça donne 15 ans de capacité à travailler avant de saturer, grâce à ces petits animaux. J'ai bien répondu? Tout à fait. Donc en fait, c'est pour ça qu'on insiste systématiquement à chaque demande, on parle d'ostéopathie animale et pas d'ostéopathie équine. Le jour de l'examen, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je me redis peut-être, vous devrez présenter devant le jury vétérinaire, tirage au sort, un cheval, une vache. Si vous l'avez jamais vu, ça va quand même être difficile. Et l'après-midi, un chat ou un chien, et il parle de passer comme ça, tirage au sort d'autres animaux. On a revendiqué d'être ostéopathe animalier, on doit être capable de tout faire. Et donc, ma dernière question pour vous, Madame Claude, c'est le mot auquel on est confronté tous les jours, c'est équithérapie. Je veux faire de l'équithérapie. Nous, dans notre guide métier, on parle d'équitie. On en a discuté hier. À partir du moment où le mot thérapie est présent, on parle de soignants, donc de personnel de la santé. Quand les personnes insistent un petit peu sur ce mot-là, est-ce qu'ils peuvent passer d'abord par un côté médical avant de revenir vers vous, vers le cheval, vers l'équitie? Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas spécialement? Alors c'est tout l'intérêt d'avoir créé une formation initiale, c'est justement pour éviter le parcours du combattant. Parce que quand les gens avaient besoin d'avoir une formation thérapeutique, donc plutôt clinique en termes de psychologie par exemple, ou une formation médico-sociale, plus une formation avec le cheval, et le tout adjoint d'un complément pour avoir la possibilité de faire le lien entre la personne et le cheval. J'ai fait le calcul, ça montait à Bac+8, donc c'est plus long que des études vétérinaires. Donc j'ai trouvé que c'est quand même un peu aberrant, d'où l'intérêt de créer une formation initiale. Certes, le programme est très chargé, la formation c'est pas un parcours touristique, c'est vraiment une formation qui remue pour soi, qui remue pour le travail avec les chevaux, qui consomme de l'énergie physique, de l'énergie psychique et de l'énergie intellectuelle. Il y a beaucoup de travail pendant ces 3 années. Alors la différence peut-être avec l'ostéopathie, c'est que nous on a un métier, ce qu'on appelle un métier émergent. Il y avait une question que tu avais posée tout à l'heure sur justement l'évolution, pourquoi tant d'engouement dans ces métiers. Je crois que plus on avance dans l'évolution sociétale, plus il y a une perte de sens dans la relation et dans le lien social intra- ou interespèce. Et du coup, il y a un vrai besoin de retourner à des valeurs plus naturelles, quoi plus proche de la nature que les animaux, même si c'est un chien ou un chat, et quoi plus proche de la nature qu'un cheval, qui est lui en connexion avec la terre et le ciel en permanence, et quoi de plus naturel que de s'adresser à des publics qui ont gardé de leur manière de vivre la temporalité, que nous, les adultes, avons tous perdu, puisqu'on est toujours pressé d'aller, on ne sait pas où d'ailleurs, on est toujours pressé d'aller quelque part. Retrouver le rythme du temps, c'est s'accorder au rythme animal, c'est prendre le temps d'écouter, de le comprendre, et c'est la même chose pour la personne handicapée. Je crois que le besoin de retrouver du lien et du sens part d'un besoin ancestral, d'une création de liens sociaux qui s'altère dans notre société moderne. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai pas du tout le même contexte en termes de métiers émergents, parce que nous, actuellement, nous avons 136 équiciens en France, titrés, et que je refuse d'accueillir plus que 12 élèves par cours. Donc c'est une toute petite école, avec la formation de 3 ans, donc il y a une rentrée tous les ans, donc déjà il va sortir 12 élèves tous les 3 ans de la formation initiale, et en principe de la formation continue, on dirait 12 et 12, 24, mais comme c'est une formation difficile, il y a des gens qui s'arrêtent avant, il y a des gens qui aimeraient titrer mais qui ne titrent pas, parce qu'ils pensent que sous prétexte qu'on a payé un petit trait, mais c'est d'abord la compétence qu'on valide et pas le compte en banque qu'on a mis en place. Et donc c'est d'abord des qualités d'être,
et pas seulement du bien-être pour être à la mode, mais c'est des qualités d'être, c'est-à-dire de savoir rencontrer l'autre, quel qu'il soit cheval ou personne, et de s'aider mutuellement, redonner du sens à nos vies. Je pense que le facteur mode, que ce soit pour l'ostéopathie, si je me rapproche des conditions animales ou de l'humain, ça va être à peu près semblable. C'est ce besoin de retour à ce lien avec la nature. Voilà. Et on n'a pas encore de débouchés difficiles puisqu'on est on est plutôt en pleine évolution. Donc on est plutôt dans une stature de création. Et je dis toujours aux éthiciens qui sortent, c'est 1, faut vous lever le matin, 2, faut communiquer, et 3, surtout, faut 5 ans pour créer ces débouchés. Et si on se repose sur ses lauriers et surtout qu'on n'évolue pas au rythme de la connaissance qui est dans notre secteur, ben on va régresser. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je pense que j'ai répondu à une belle conclusion. Je vous remercie très vivement de la part d'Equiresources. Voilà, et effectivement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez chacun des stands dans l'espace village formation et métier. Je crois que vous êtes à côté ou en face. Voilà, presque en face. Merci beaucoup.